Et mon arabe, je voulais vous parler des voitures. Ça changera. Et quelle voiture acheter? Quelle voiture acheter? Ça, c'est quand même une bonne question. Si vous avez la malchance d'avoir la télévision, vous subissez des publicités en permanence. euh, et c'est vrai qu'à une époque où moi j'étais très télé, je regardais toutes les émissions liées à l'automobile, toutes les publicités liées aux voitures, ça me passionnait. Et même à une époque, j'allais sur deux, voire trois sites internet par jour concernant les voitures et évidemment les voitures neuves. Évidemment, en l'espèce, c'était les voitures neuves. Euh, malheureusement, comme je le disais dans la vidéo précédente, euh, nous sommes dans une époque quand même qui n'est pas forcément la meilleure des époques, un petit peu décadente, et ça se ressent dans pas mal de produits de consommation, notamment les voitures. Euh, il est notable de constater qu'aujourd'hui, sur pas mal de points, il peut être intéressant d'acheter des voitures un petit peu anciennes et donc pas forcément neuves. Donc des voitures d'occasion, voire des voitures anciennes. Euh, Premièrement, ce que beaucoup de gens vont vous dire, c'est le problème de l'électronique. En 2010, j'avais sorti un petit livret qui parlait du futur de l'automobile et je parlais des voitures autonomes. Donc vous savez qu'aujourd'hui, théoriquement, technologiquement parlant, on est capable d'avoir des voitures qui roulent toutes seules. Voilà, on n'a plus besoin de toucher le volant, plus besoin de toucher les pédales, elles se débrouillent, mais merde. Bon, malheureusement, on a vu que ces systèmes-là ne fonctionnaient pas si bien que cela, parce que déjà faire cohabiter des voitures autonomes et des voitures non autonomes sur la route, c'était un petit peu compliqué. Faire cohabiter des robots avec des êtres humains qui ont leur propre réaction et leur propre culture, c'est compliqué. Et enfin, faire cohabiter des robots avec les règles du code de la route, c'est très compliqué. Voilà. Donc, voilà, les voitures, on va dire futuristiques, très orientées technologie, etc., etc. C'est pas forcément la panacée, quoi. Un exemple, c'est le rasoir. Le rasoir électrique, quand il est sorti il y a quelques années, il y avait énormément de publicité sur ça, et tout le monde estimait, en tout cas à l'époque, que c'était le futur, quoi, que c'était même pas discutable, que le futur du rasoir, c'était le rasoir électrique. Bon, vous constaterez comme moi que aujourd'hui, les rasoirs à main à une lame, deux lames, trois lames, quatre lames, cinq lames, voire plus, ça se vend encore. Ça se vend encore. C'est peut-être pas pertinent sur certains points, mais ça se vend encore. Pareil pour les brosses à dents. Vous avez pareil euh, bassiné avec les brosses à dents électriques. Bon, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de brosses à dents à main qui se vendent. Voire, je sais pas la proportion dans le marché, mais bon, à mon avis, c'est loin d'être négligeable. Euh, donc voilà, dans l'automobile, c'est un peu pareil. On voit aujourd'hui de plus en plus de voitures avec l'exemple type, c'est Tesla, puisque chez Tesla, une des promesses, c'était ça, c'était le véhicule autonome, beaucoup de fonctionnalités digitales, un écran qui est quand même énorme sur la Tesla, au niveau du tableau de bord. Bon, malheureusement, on voit que toute cette électronique-là pose quand même beaucoup de soucis. C'est pas d'aujourd'hui, ça fait quand même depuis quelques années que ces soucis-là sont là. Donc, attention, quoi. Attention, est-ce que vous voulez vraiment une voiture neuve ou récente? Ou est-ce que vous voulez pas aller sur de la voiture d'occasion, voir de l'occasion âgée, voir de la voiture ancienne, etc.
La dame hier, une des dames hier avec qui j'ai pu discuter, mais il y en a une dame avec qui j'ai vraiment pu discuter un peu, me disait qu'aujourd'hui il y avait quand même un souci aussi au niveau des moteurs. Que avant chaque fabricant fabriquait son moteur. Voilà. Mais qu'aujourd'hui, dans les moteurs, on retrouve des pièces d'un peu partout et en gros, ils assemblent, quoi. Ils sont plus vraiment fabricants, mais assembleurs. Ça, c'est quelque chose qu'on entend parfois. Ça peut être un souci. Ça peut être un gros souci même. Hein, comme on sait que le moteur, c'est quand même le cœur de la voiture et que les interventions sur le moteur entraînent des coûts très importants, puisque vous savez que quand vous payez des frais de réparation sur une voiture, au niveau de la main-d'œuvre, il y a 3 taux. Taux 1, taux 2, taux 3. Et plus c'est compliqué, plus c'est technique, plus il faut aller dans la bagnole, plus vous allez aller dans des taux horaires au niveau donc de prix pour payer le mécanicien élevés. Voilà. C'est évident qu'une réparation très simple qui demande juste enlever voilà, et remettre, c'est pas très compliqué. Voilà. Si par contre vous devez aller vraiment dans la voiture, enlever, je sais pas moi, 15 organes et une soixantaine de vis, toutes plus ou moins larges, mais toutes plus ou moins longues, bon bah forcément c'est pas du tout le même travail, la même concentration pour le mécano. Donc voilà, si au niveau des moteurs, les fabricants ne sont plus que des assembleurs, ou en tout cas certains fabricants ne sont plus que des assembleurs, et qu'il y a des soucis au niveau moteur, c'est quand même ennuyeux. C'est quand même très ennuyeux. C'est pareil, il y a ce qu'on voudra, mais les voitures avec courroie de distribution ou les voitures avec chaîne de distribution, malgré ce que certaines personnes vous diront, les voitures avec chaîne de distribution ont quand même meilleure presse. C'est comme ça. Voilà. On peut vous dire le contraire, mais il y a quand même beaucoup de gens qui vont vous dire qu'il vaut mieux aller sur une voiture avec chaîne de distribution. Il y a aussi un autre argument qui plaide en faveur des véhicules un peu anciens. Moi, je trouve, c'est au niveau carrosserie. Je trouve que franchement, au niveau carrosserie et fiabilité des matériaux, il y a une vraie décadence dans les véhicules modernes. Je suis pas un expert, mais je trouve que c'est pas l'air très glorieux. Au niveau, voilà, quelle voiture acheter, puisque c'est ça la question, le thème de cette vidéo, il y a aussi la question du prix à l'usage, évidemment. Je disais l'autre jour que acheter un château, par exemple, sur le papier, c'est pas forcément si cher que ça. Voilà. Mais quand vous regardez les frais d'entretien, c'est colossal. Les bateaux, c'est pareil. Les chevaux, c'est pareil aussi. Donc voilà, quid quand vous faites un achat, quand vous faites un investissement, quid de l'entretien. Et donc, voilà, aujourd'hui, les gens sont très, par exemple, pour ce qu'on appelle les SUV, ou les 4x4 un peu sport, un peu urbain, Sport Utilitarian Vehicle. Bon, là, vous voyez, on est dans une phase d'inflation qui doit arranger certaines personnes. Les pneus ont augmenté au niveau du prix. Parce que les pneus sont réalisés à partir du pétrole. Bon, le pétrole est quand même ultra taxé en France. Et donc, forcément, ça fait augmenter le prix des pneus. Si vous avez une voiture avec des pneus de 18 pouces de rayon, vous allez théoriquement payer un peu moins cher que quelqu'un qui a des pneus de 21 pouces de rayon. Forcément, plus grand pneu. Donc il faut faire attention à ça. Quand on achète une voiture, le facteur pneu, c'est important. La résistance à l'air aussi. C'est bête, mais si vous avez une voiture qui est quand même relativement aérodynamique, la résistance à l'air va être moindre. D'accord ? Pareil, si elle est pas trop haute, pas trop large, pas trop grosse. Si par contre vous avez une espèce de char qui est cubique,
quand vous allez rouler à 110 ou à 130, la résistance à l'air va être beaucoup plus costaud. Hein. Voilà. Donc il faut réfléchir à ça, parce qu'au final, tant les dépenses pour les pneus, tant la résistance à l'air, ça va vous faire consommer plus d'essence. Bah, ce sont des postes qui, au niveau de l'entretien, l'usage de votre véhicule, même si vous n'avez pas acheté votre véhicule cher, bah, ça augmente la note. Voilà. Donc il faut réfléchir à ça. Pareil aussi au niveau de la sécurité. Même s'il y a 2 secondes, je vous ai dit qu'un véhicule gros et cubique, ça va vous faire consommer de l'essence. Ce qui est sûr. Pareil s'il a des gros pneus. À l'inverse, avoir une toute petite voiture, même s'il y a des gens qui n'ont jamais de problème, hein, mais avoir une toute petite voiture où là on ne sait pas vraiment comment il y a eu une autorisation de rouler. Hein. Moi, je suis désolé, hein, quand je vois la première génération de Twingo, je ne sais même pas comment on a pu humainement accepter que des bagnoles aussi fragiles puissent prendre la route. Que ce soit elles, mais même pratiquement toutes les bagnoles d'avant, quand on voit la finesse de certaines parties des voitures, ne serait-ce qu'au niveau latéral, pour les chocs latéraux. Bon. Je sais pas. Donc, voilà, au niveau de la sécurité, moi, c'est vrai que par nature, quand je pense sécurité, je pense 4x4. C'est con, mais c'est comme ça. Si vous avez... On va prendre 3 exemples. Choc à l'avant, choc à l'arrière, choc latéral. Ok ? Choc à l'avant. Imaginons vous prenez un sanglier. Ce sont des choses qui arrivent. D'accord ? Ou même une branche sur la route. Si vous avez un véhicule hyper ras, d'accord, très proche du sol, une Bugatti par exemple, vous la défoncez. Si par contre vous avez un véhicule relativement haut, bon, eh ben, il y a quand même une partie de l'obstacle qui va aller sous la voiture. Voilà. Et donc au final, au niveau coût de réparation, si la voiture est réparable, la voiture très basse, il y aura de toute façon les phares de pété, le radiateur de pété, la calandre de pété évidemment, peut-être d'autres dégâts sur le moteur et la carrosserie, etc. etc. Est-ce que sur la voiture haute, le pare-choc aura peut-être pris, les pneus auront peut-être pris, mais vous êtes plus haut. Donc, potentiellement, vous avez subi moins de choses. Alors, il y aura peut-être des dégâts en dessous, c'est possible si le truc est passé dessous. Mais, d'un point de vue statistique, voilà. Ça, c'est pour le choc à l'avant. Pour les chocs à l'arrière, c'est un peu pareil. Si vous avez une voiture très basse et que vous vous faites rentrer dedans, surtout pour un véhicule, faites rentrer dedans, et ben, pareil, donc les phares vont être abîmés, la plaque d'immatriculation va être abîmée, le pare-choc, mais peut-être donc aussi le haillon, le pare-brise arrière, etc., etc. Si vous faites rentrer dedans, mais vous avez un véhicule relativement haut, je regardais ça encore hier, aujourd'hui on voit des véhicules avec les phares arrière qui sont très très hauts. Si le choc est relativement bas, les phares ne sont pas touchés. Pareil pour les chocs latéraux. Les chocs latéraux, pareil, si vous avez un véhicule très bas et que vous êtes à moitié couché dans votre voiture, vous vous faites écraser complètement. Parce que si vous êtes relativement haut, si le choc n'est pas trop haut, et voilà, ça va relativement être encaissé par le châssis. Encore une fois, il faut voir qui vous impacte, quelle vitesse, etc. etc. Mais c'est vrai que c'est très basique de dire ça, mais la sécurité en voiture, c'est très important. Moi, j'estime qu'il faut quand même des gros véhicules. Le monospace, c'est sûr que c'est peut-être pas forcément très sexy, mais au niveau aérodynamique, je trouve que ça se plaide pas mal. Et ça peut être un bon compromis, par exemple. Voilà, justement, en parlant de besoin de place, c'est pareil. Si vous avez une petite voiture... ce qu'on appelle les citadines ou micro-citadines d'ailleurs aussi parfois, mais à la limite, si vraiment vous n'avez jamais de besoin, ça peut suffire. Attends, qui passe, ça peut peut-être suffire.
Mais si par exemple vous êtes passionné par les vieux meubles, les vieilles commodes ou autre chose, où vous avez un métier qui nécessite que vous transportiez beaucoup de matériel, une petite voiture, ça suffira pas. C'est comme ça. Voilà, alors, moi je dis, regardez en règle générale, évidemment vos besoins, mais moi j'estime que le break, pareil, c'est peut-être pas forcément très esthétique, ça dépend des goûts. Et je peux comprendre, hein, dans les films on voit rarement des breaks, hein, c'est souvent des voitures berline ou super sport, machin. Mais bon, dans un break vous mettez plein de trucs, quoi. Pareil dans un monospace. Et pareil dans certains 4x4. Hein,